Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous au moment où vous regardez cette vidéo, mais sachez qu'à ma montre il est très tard, que demain je dois me lever tôt. Mais je voulais quand même faire cette vidéo. J'ai branché ma caméra il y a environ une heure. Euh, je voulais vous parler de l'actualité qui a eu lieu ce week-end, du dernier attentat qui a eu lieu à Opéra. Je m'étais fait une réflexion sur ce tabou politique, ce tabou de nos dirigeants politiques, même au plus haut sommet de l'État, surtout au plus haut sommet de l'État quand ils ont les manettes en main, et également chez les médias mainstream, gauchisés en tout cas, ce tabou du lien entre l'immigration et le terrorisme djihadiste. On a donc eu en France un énième attentat djihadiste qui a touché Paris, qui a fait plusieurs blessés graves, et même un mort égorgé par le djihadiste. Djihadiste qui est un jeune adulte, natif de Tchétchénie, naturalisé français. On a, me semble-t-il, en France, au moins plus de 10 000 fichiers S qui, selon la DGSI, ont un profil de radicalisation à l'islam dans notre pays. On peut essayer d'en écouter un maximum, mais ce sera toujours difficile d'appréhender, de surveiller et d'interpeller 24 heures sur 24, à tout moment, au mètre carré près, n'importe lequel de ces individus, dans le moindre de ces déplacements anodins, surtout à notre époque, dans le contexte actuel, où, et ça se vérifie depuis ces dernières années, des attentats de terrorisme djihadiste, ça se résume de plus en plus à des actions anodines jusqu'au dernier moment. C'est quelqu'un qui prend sa voiture et qui au dernier moment va choisir d'écraser des gens. C'est quelqu'un qui loue un camion, comme un professionnel loue un camion, comme un Français qui veut déménager loue un camion. C'est quelqu'un qui prend un couteau chez lui, dans sa cuisine, il le met dans son sac ou dans sa poche, il sort dans la rue, il se balade, et il attend le bon moment pour attaquer au hasard n'importe qui. Vous voyez, jusqu'au dernier moment, ces attentats ne sont pas réalisés par des gens qui astiquent une mitraillette depuis plusieurs heures, dans un treillis militaire, parce qu'on est dans une guerre où on est face à des ennemis qui sont parmi nous, sont monsieur et madame tout le monde potentiellement, sont habillés comme nous. On ne peut pas les différencier jusqu'au dernier moment. Et en plus, il n'y a rien de chevaleresque. On n'est plus dans la guerre où il y a un front qui sépare deux armées avec deux uniformes qu'on peut distinguer, avec des conventions de Genève, avec des prisonniers à faire. Non, là, c'est des raclures qui attaquent au dernier moment des innocents, même des enfants, même des vieillards, tout ce que vous voulez. Et leur but, c'est de tuer. Et justement, ce genre d'attentat, en fait, qui peut avoir lieu à tout moment et à tout instant en France, il commence maintenant à être récurrent. Le terrorisme islamique sur notre territoire, il a fait plusieurs centaines de morts au cours de ces dernières années dans notre pays, ce qui est énorme. Et c'est tellement récurrent que je crois qu'on commence de plus en plus, un peu tous, à s'y habituer plus ou moins, consciemment. Même moi, le premier, et je le regrette. On se dit de plus en plus que que chaque attentat, maintenant, c'est le dernier attentat avant le prochain. En voulant faire une sorte d'oxymore ou de tautologie douteuse, voilà, le dernier avant le prochain. On a l'impression qu'on est dans une phase intermédiaire permanente, que ça va à nouveau arriver. Et malheureusement, cette impression est assez réelle. Et donc, entre deux attentats, je voudrais en profiter pour vous faire un topo sur ma réflexion entre le lien entre immigration et terrorisme islamique, par rapport à l'exemple de cette actualité tragique, voilà, sur cet énième attentat qui frappe au hasard. On s'y attend pas, ça peut être n'importe qui parmi des musulmans à risque en France, voilà, qui tout d'un coup décident d'attaquer des gens, encore une fois, totalement au hasard, qui n'ont rien demandé. C'est vraiment une sale guerre, quoi. Et dans cette sale guerre, vous êtes habitué de plus en plus à entendre à peu près les mêmes formes de communication dans le système. Il y a des choses et des réflexes qui ne changent pas. On vous parle de réactions politiques, de politiciens qui tweetent. Ok.
Parfois, il y a des voisins interviewés qui témoignent, qui disent oh, vous savez, il était gentil, il disait bonjour quand je le croisais sur le palier. Encore heureux. C'est-à-dire 80% des Français qui se croisent sur le palier, bah, ils se disent bonjour quand leurs regards se croisent. Voilà, il n'y a pas à avoir une médaille de la gentillesse pour cet acte de civilité, plus que de gentillesse. Et puis, bah, il y a le temps des condoléances, de l'émotion, de la tour Eiffel qui parfois est éteinte. Mais en réalité, il y a tellement d'attentats djihadistes partout sur la planète que si vraiment on faisait de l'universalisme et que la vie d'un Afghan valait la vie d'un Zaïrois qui valait la vie d'un Français, en réalité, la tour Eiffel devrait rester éteinte en permanence. Donc voilà, et puis on a des politiciens qui disent sur Twitter « Ah, ça suffit maintenant, faut que ça change » après un attentat. Parfois ils le disent même plusieurs fois, c'est très curieux. Ça c'est le genre de réflexion qu'on devrait dire qu'une fois. Ça sert à quoi de dire après chaque attentat « Ah, ça suffit maintenant, faut que ça change » Ça prouve juste votre manque de pouvoir. Parce que si vous aviez le pouvoir, vous n'auriez pas besoin de tweeter ça, vous agissez. Je veux dire, les gens qui ont besoin de rappeler leur impuissance, comme ça, enfin... Je vois pas à quoi ça sert. Rappelez-la une seule fois, c'est tout. Et puis il y a des choses qui changent insidieusement, à mesure qu'on cumule des attentats dans notre pays. Il peut y avoir des glissements sémantiques, lexicaux chez les politiciens et les médias. Vous avez un grand exemple, c'est les clandestins, qui étaient devenus des sans-papiers, qui ensuite sont devenus des migrants. Maintenant, on généralise l'appellation réfugié. Vous voyez, on a un glissement sémantique. Et puis, il y en a aussi qui s'opèrent dans le champ lexical des attentats terroristes en France. Il y a eu une intensification du nombre d'attentats, peut-être qui peuvent sembler moins organisés du point de vue des moyens mis en œuvre pour tuer. Mais enfin, je dis ça, c'est de façon cyclique. Mais il y a eu, si vous voulez, 3 gros événements en France qui ont marqué et qui ont nécessité beaucoup de solennité de la part de l'État. Ça a été les attentats à Toulouse, Charlie Hebdo et l'hypercachère. Et puis j'ai l'impression que petit à petit, nos politiciens ont commencé un peu à s'habituer voilà, au terrorisme islamique. Ça devenait presque... Oui, un leitmotiv. Il faut expliquer aux gens que dorénavant, il faut s'habituer, c'est comme ça. Et parfois, on succédait à ces gros attentats, des attentats qui ont fait moins de morts, peut-être moins de 3 ou 4 parfois. Et du coup, ils ont été banalisés derrière l'appellation agression. Comme pour ce week-end à Opéra d'ailleurs, et ça m'a vraiment énervé de lire certains politiciens qualifier ça d'agression. Sans parler de terrorisme, sans parler de djihadisme, sans parler d'islam ou d'islamisme. Vous voyez, comparativement, agression. Un vocabulaire qui minimise, qui banalise. Comme au quotidien en France, il y a des agressions parce que un postier s'est fait crier dessus, ou une agression, une bagarre dans une école, vous voyez. Ça enlève le caractère exceptionnel, barbare et terroriste de ces attentats à l'aveugle, si je puis dire. Et puis, on a aussi maintenant, on dit des blessés, dont X nombre de blessés mortellement. Blessé mortellement, c'est une expression curieuse. C'est comme si le djihadiste, il ne voulait faire que des blessés, si vous voulez, et puis qu'il y avait une discontinuité, et que parmi ces blessés, il y en avait certains qui étaient peut-être trop fainéants pour se raccrocher à la vie, ou qui se sont laissés aller à la mort, ou qui ont été pris en charge par des bons pompiers, infirmiers, médecins, peut-être pas assez compétents, et du coup, ben, ces victimes mortes, ces assassinés par des terroristes djihadistes, sont plus devenus que des blessés mortellement. Faut croire. Et puis il y a il y a les égorgements. Une pratique en voie de disparition en France. Maintenant on parle de coup de couteau au niveau de la gorge. Coup de couteau circulaire au niveau de la gorge. C'est ridicule quoi. On a eu ce genre de coup de couteau circulaire à Opéra ce week-end. On l'avait eu aussi avec une des jeunes filles, il m'a semblé, lors du dernier attentat à Marseille sur un quai de gare.
Voilà, on est à deux doigts, je sais pas, d'avoir le couteau fou bientôt. Couteau fou, l'équivalent du camion fou, hein, comme on a eu à Nice. Parce que voilà, si vous dites aux Français que en France on égorge des gens sur leur propre territoire, des djihadistes égorgent des gens, bah, les gens ils vont devenir plus exigeants, hein, avec les autorités sur la sécurité, la justice, les frontières, puis ils vont voter à droite après. Et ça, le système qui a besoin d'endoctriner et de diviser les gens en se servant de cet outil qu'est la gauche, eh ben, il ne veut pas de ça, lui. Il a besoin de régner sur eux, encore une fois, avec la gauche. Alors, bah, il y a des coups de couteau circulaires au niveau de la gorge, à Carcassonne, à Paris, à Marseille. Voilà, un glissement sémantique pour ne pas parler d'égorgement. Vous savez, vous comme moi, vous qui me regardez, peu importe d'où vous venez, français ou canadien ou belge ou suisse, je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui me regardent de ces pays-là. Tous les habitants de la planète Terre qui me regardent, peu importe qui vous êtes, on a tous un point commun. En fait, on est né dans des sociétés où les règles du jeu existaient déjà avant nous. On n'a rien demandé. On est, boum, on tombe dans un monde déjà encadré par des règles. Des règles juridiques, des règles foncières, des règles judiciaires, des règles religieuses parfois dans certaines zones du monde. Et en fait, ces lois, elles encadrent nos possibilités d'action, notre liberté totale, qui reviendrait à une anarchie. Et en fait, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, c'est normal. Ça vous protège, ça protège aussi les gens autour de vous. Par exemple, je suis né dans une France, voilà, une fois devenu adulte, je suis dans une France où on ne peut pas rouler au-dessus de 50 km/h en agglomération. C'est pas possible. Voilà, ça préexistait à moi ces règles, je les ai pas choisies. Si je conduis à 60 à l'heure et que le gendarme ou le juge m'arrête, je peux pas dire « mais je vous jure, je suis le meilleur conducteur du monde, j'aurai aucun accident, laissez-moi conduire à cette vitesse ». Ça ne marche pas comme ça. C'est pas à chacun de décider de faire sa loi. Il y a un droit commun à tout le monde. Il vous touche, il me touche moi, il touche tout le monde, chacun dans sa juridiction, chacun dans son pays. On a des droits, hein, encore une fois, c'est très bien. Par exemple, si vous appelez la police, elle vous aidera gratuitement en France. À la fin de sa prestation, entre guillemets, elle ne vous présente pas une facture. Parce que si elle présentait une facture, il y a beaucoup de gens qui se feraient justice eux-mêmes. Et les pauvres, qui sont la majorité des habitants de mon pays, eh ben, ils se feraient justice eux-mêmes. Voilà. Et puis on a des devoirs. Par exemple, vous payez des impôts selon ce que vous gagnez. Ou vous avez interdiction de tuer des espèces animales protégées. Ou vous n'avez pas le droit d'écrire votre prénom avec de l'essence enflammée sur la pelouse du jardin de votre ex-femme pour essayer de la récupérer. Voilà. C'est peut-être joli de votre point de vue, mais voilà, la justice, elle a dit non. C'est pas ta pelouse. Donc tu te calmes. Voilà. C'est arbitraire, encore une fois, le droit. Hein. Mais c'est comme ça. Si on vivait dans une société où il n'y avait pas de règles communes, bah, chacun fixerait ses propres règles comme il le veut. Il y en a un qui peut décider que la propriété privée, c'est quelque chose de mal, et du coup, tout le monde peut voler tout le monde. Il y en a un qui peut dire, je sais pas, il peut dire par exemple, le vol, ça me plaît pas, c'est interdit. On ne doit pas me voler les pommes du pommier dans mon jardin. Et puis, il y en a un autre en face qui va dire, parce que lui, l'autre, il fait sa loi à lui, il dit, t'es gentil, mais Mère Nature, elle nous a donné la nature commune à l'humanité. Du coup, je vais me servir dans ton pommier, je vais aller prendre une pomme. C'est pas à toi, c'est la nature commune à tout le monde. Et là, le mec, il va dire, t'es gentil, mais c'est moi qui plante les pépins de pommes, c'est moi qui arrose pendant des années et qui prend soin des pommiers, donc c'est quand même le fruit de mon travail. Et puis en plus, j'estime que si on me vole, eh ben moi, je réponds avec un fusil mitrailleur. Voilà. Vous voyez, ce serait vite un bordel anarchique si chaque humain voulait appliquer sa loi, si chaque humain faisait ce qu'il veut en définitive. Du coup, on a inventé les lois communes. Et les lois communes, elles sont délimitées sur un territoire, sur une juridiction. Sinon, vous imaginez, je sais pas, un pays où chaque habitant fait sa loi et décide qui est punissable ou non, ça reviendra en fait à installer la loi de la jungle.
la loi du plus fort. Donc voilà, chaque pays, si vous voulez, il a des lois dépendant de mœurs et de valeurs. Et l'intérêt, c'est qu'il y ait une homogénéité culturelle dans un pays quand même. Parce que c'est plus facile de faire appliquer des lois à des gens qui comprennent ces lois, qui comprennent le contexte moral, politique, imprégné dans leur culture, voilà, dans leur modèle culturel. C'est plus facile. C'est évident que si on fait vivre quelqu'un qui est habitué à vivre d'une certaine façon et du jour au lendemain on le ramène dans une société tout autre, c'est évident que ça va être plus difficile pour lui peut-être de respecter les règles, même sans le vouloir. Il pourrait transgresser un interdit qui ne lui semble pas. Je vous donne un exemple, pouce index majeur, ce doigt, je ne vais pas faire le geste du doigt d'honneur, arbitrairement chez nous c'est vulgaire, peut-être dans d'autres sociétés, ça c'est l'équivalent du doigt d'honneur, alors que chez nous ça veut dire hey, c'est super cool, hey, c'est ok. Vous voyez la différence? Voilà, c'est un contexte culturel. Et c'est plus facile effectivement de le faire respecter par une société homogène habituée plutôt que par une société multiculturelle, un hôtel multiculturel à tout va où il y a toutes sortes d'individus. En France, on a le droit par exemple de faire l'amour en dehors du mariage et d'être athée. Ça nous regarde, c'est une liberté. La majorité des habitants de notre pays respectent moralement ce droit et le comprend parce que ça fait partie de notre culture de respecter la liberté d'autrui, d'aimer la liberté de deux adultes consentants qui s'aiment comme ils le veulent. C'est les libertés individuelles, c'est comme ça chez nous. Et pareil pour le droit de croire en Dieu, ou même de ne pas croire en Dieu, de cesser de croire en lui, d'apostasier, de passer à une autre religion. Par contre, en Arabie Saoudite, ça ne se passe pas comme ça. Il y a d'autres lois, d'autres mœurs. C'est un crime de faire l'amour en dehors du mariage chez eux, et d'être athée, de nier Allah. Pour eux, oui. Voilà. Ça tombe bien, leur religion, leur modèle culturel criminalise l'amour libre, criminalise les libertés individuelles, criminalise la mécréance. Donc finalement, ça leur va bien aux Saoudiens, voilà, qui gardent leur superbe modèle culturel loin de chez nous. C'est tout ce que je veux, moi. Bref, des lois millénaires ou centenaires, mais progressivement évolutives, plus ou moins selon la civilisation où on se trouve, eh bien, elles se sont mises en place dans un monde où l'immigration n'avait pas une échelle industrielle, comme aujourd'hui. Et la culture, les mœurs n'étaient pas mixées, mélangées, comme, entre l'immigration, l'asile, l'expatriation pour cause de travail, les mariages mixtes, mais surtout la diffusion de l'information de façon instantanée, grâce à la télévision ou à Internet. Je pense notamment à l'exportation de l'American Way of Life dans beaucoup de pays occidentaux. Même moi d'ailleurs, je suis sans doute plus américanisé que ce que je ne voudrais. Et c'est très bien parce que j'apprécie beaucoup la culture américaine, donc ça tombe bien. Et finalement, si on y réfléchit, voilà, on a notre pays, la France, et d'autres pays dans le monde, notamment les pays occidentaux, qui aujourd'hui, à l'ère du melting pot multiculturel, mélangent plusieurs cultures, plusieurs nationalités, et on a des individus qui, à l'intérieur d'eux, ont parfois 2 ou 3 cultures ou nationalités différentes. Je vous donne un exemple, un individu mi-camerounais, mi-français, qui vit au Cameroun, ou un individu mi-argentin, mi-brésilien, qui vit au Canada, ou une japonaise qui vit au Japon, certes, mais qui est américanophile depuis toute petite, qui mange, qui se comporte, qui travaille, qui vit comme une américaine, tout en étant au Japon, dans son Japon natal, avec un faciès japonais. Voilà. Et on peut aussi trouver un modèle culturel dont l'Europe comment dire, elle a passé plus de 1000 ans à se barricader de ce modèle pour qu'il ne rentre pas dans ces pays. Et ce modèle dont elle a tout fait pour se barricader, je suis désolé, c'est l'islam, le modèle culturel et théologique islamique. L'Europe a passé plus de 1000 ans à tenter d'empêcher plus ou moins avec succès, mais globalement avec succès, les invasions barbares islamiques. Il faut dire que nos nations européennes, inscrites dans le champ civilisationnel d'une Europe chrétienne depuis grosso modo la fin de l'Empire romain, eh bien, ces nations européennes n'ont, semble-t-il,
pas bien perçu les vertus de l'islam de paix et de tolérance qui leur avaient été alors présentées par des hordes de guerriers musulmans armés d'épées. Ben oui, c'est évident. C'est évident qu'on ne l'a pas vu à ce moment-là, l'islam de paix et de fraternité. Hein, je m'excuse, la diplomatie de l'épée, ça vaut pas le thé à l'amande de la fraternité. Voilà, faut être réaliste. Mais la mondialisation post-Seconde Guerre mondiale est passée par là. Et maintenant, au nom de la tolérance, du business, de la paix, eh ben, l'immigration s'est installée, industrialisée dans le monde occidental. Et dorénavant en France, vous avez des gens par millions qui ont pour religion l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les ancêtres des Français, je pense notamment aux Français de souche, ont essayé de bloquer par des frontières durant des siècles, plus d'un millénaire même, et bien en seulement 3 ou 4 décennies, des politiciens l'ont annulé, important massivement et de façon continuelle l'islam sur notre territoire, au nom du regroupement familial et de l'asile à présent aujourd'hui. Voilà, je peux dire ça d'autant plus tranquillement que, bien que je sois issu de l'immigration, moi je suis né en France, j'ai grandi en France, voilà, c'est une petite partie de mon histoire, et encore parce que mes ascendants en réalité viennent de l'Algérie française, donc c'est vous dire si j'ai pas en commun comment dire, l'histoire de migrants clandestins aujourd'hui qui se font passer pour des Syriens et qui fuient leur pays, qui viennent s'installer de force ici en France et qui, pour beaucoup, peuvent rester en France et parfois même obtenir la nationalité française. Et donc ces musulmans qui sont en France, peu importe leur profil, leur passif, leur histoire, ils ont beau être majoritairement des citoyens comme tout le monde, eh ben ils traînent dans leur sillage, ça se vérifie dans notre pays, un taux incompressible et minimal d'aspirants au djihad et d'islamistes, et même de racailles qui jouent les polices des mœurs islamiques, même si ce ne sont peut-être pas les plus assidus à la mosquée. Voilà, et ils n'arrivent pas à s'en défaire, la majorité islamique. Et si on étudie le portrait type des djihadistes qui ont agi en France au cours de ces 20 dernières années, enfin de ces 25 dernières années même, je vais dire, y a un lien clair et évident entre l'immigration et le terrorisme islamique en France. Mais la France a commis de nombreuses erreurs. Moi, je suis né dans une France, vous savez, où les arabo-musulmans ne demandaient que ça à s'intégrer. Vraiment, hein, je l'ai senti dans mon enfance, avant l'âge de 10 ans. Et puis, quelque chose a changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'État a construit à tour de bras des mosquées un peu partout, ou a facilité ces constructions sur tout notre territoire de façon accélérée. Il a fait venir des imams étrangers sur le territoire français pour former spirituellement les enfants musulmans, avec leurs mœurs moyenâgeuses pour la plupart, ou tout du moins des mœurs de pays qui ont des caractéristiques communes vraiment incompatibles avec les modes de vie français, à commencer par un séparatisme et une misogynie sur le plan sexuel par exemple. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, la gauche a créé un sentiment de défiance et de haine de la France chez toute une génération de jeunes arabo-musulmans qui devaient se voir comme des éternelles victimes de racisme, comme des descendants des victimes de la colonisation, qui devaient être obsédés par la race, la couleur de peau d'autrui. Ça n'a pas marché sur moi, heureusement. Hein. La preuve, c'est que l'intégration a fonctionné sur moi. Moi, je me pose même pas la question de savoir qui sont mes ancêtres. Pour moi, mes ancêtres, c'est les Gaulois. Ça paraît con, mais voilà. Et moi, quand je vois un con noir et un con blanc, en fait, en face de moi, je vois 2 cons. Vous voyez à quel point je suis si peu obsédé par la couleur de peau ou la race. Et puis surtout, la plus grande erreur de la France, ça a été de ne pas tenir compte de la différence culturelle dans son immigration, et notamment sa politique d'asile. Pour l'administration française, si vous avez 2 pauvres du tiers-monde, qui ont faim et ont besoin d'un toit sur la tête, s'il y en a un des 2 qui est athée ou sans religion, et l'autre qui a pour religion une idéologie misogyne, qui fait considérer de façon divine que les femmes sont naturellement inférieures aux hommes, une religion qui lui enseigne depuis tout petit que les juifs sont les pires ennemis de son ethnie ou groupe religieux, une religion qui fait que les mécréants vont en enfer, que ça lui semble normal, eh bien la France, l'administration française, elle considère que ces 2 immigrations se valent, que ces 2 pauvres qui ont besoin de l'asile se valent et que, éventuellement, il n'y a pas un danger de la part d'un plus que de l'autre en tout cas. Voilà, d'un point de vue culturel. Il y a une négation culturelle dans notre politique d'asile. La preuve en est,
les immigrations algériennes, tunisiennes, marocaines et turques dans notre pays, elles font partie des plus importantes. Et voici comment on est arrivé à ce week-end où, une fois de plus, encore une fois, un représentant de l'immigration qui jette le discrédit sur l'immigration en France, qui, elle, est pacifique, polie, s'intègre. Voilà, vous avez quoi? Vous avez un jeune Tchétchène français de fraîche date qui adule un dieu mortifère assoiffé de sang d'innocents, qui a cru bon de tuer des innocents parce que peut-être son pays de cœur, c'est le califat islamique, voilà, dans notre monde globalisé où on peut avoir plusieurs allégeances patriotiques, et sa saloperie de secte l'empêche d'avoir pitié pour les mécréants qui l'assassinent, puisque son Coran les considère comme des criminels, des alliés du diable, comme des bestiaux stupides, incapables de raisonner. Voilà, avec encore une fois, son sectarisme de djihadiste qui est persuadé que il est dans l'inversion totale des valeurs. Il souhaite la mort. Pour lui, la mort donne un sens à sa vie. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, mais aussi longtemps que la France aura une immigration et un asile qui considère que la culture de la personne n'est pas un critère à prendre en compte, on sera foutu. Cet égalitarisme culturel et négation culturelle en même temps de notre pays, c'est aussi ça, sa perte. C'est pour ça qu'ils me font rire, moi, les gauchistes et les bobos, qui considèrent que la culture islamique dans un pays musulman, c'est une raison valable déjà d'accueillir des migrants de ces endroits-là, et c'est une culture archaïque, à droit de l'homiser depuis ces pays-là, à améliorer, qui doit porter vers une transition, vers des valeurs plus égalitaires, plus libertaires, bref, un modèle culturel passéiste qui doit aller vers le progrès, toujours dans leur pays. Et soudain, quand un musulman, quand un représentant de ce pays vient en France, tout à coup, sa culture islamique archaïque, ça devient un enrichissement culturel, ça devient de la diversité, une chance, une richesse, de belles valeurs de tolérance et d'ouverture et d'amour pour l'autre. Voilà, moi je finirai cette vidéo en disant aux Français qui agissent, qui voient les choses de la sorte, qui votent en n'ayant rien à faire du danger de l'islam, je vous dirais, continuez de ne rien exiger de vos politiciens, continuez votre négation culturelle, qui finalement n'est pas si éloignée de l'égalitarisme culturel. Continuez d'ignorer l'islam, de croire que le destin de la France va se jouer sur des taux de taxes, de TVA, de fiscalité, de dividendes, de livret A. Continuez à balayer d'un revers de main le danger du terrorisme islamique présent aujourd'hui en France, en invoquant le fait qu'il y a eu par le passé des croisades localisées loin de la France qui sont terminées. Continuez de faire ce relativisme à tout va. Continuez de résumer la France à des chiffres, à du matériel. Laissez le spirituel se faire bouffer et islamiser et vos sociétés se diviser à cause de l'islam. Vous vous réveillerez un jour dans un pays majoritairement islamisé dirigé par un islamiste et après vous vous plaindrez parce que vous aurez des checkpoints, parce que vous vous direz « Ah, si j'avais su dans le passé », parce que vous aurez des couvre-feux, vous aurez des attentats terroristes quotidiens comme dans plein de pays du tiers-monde. Moi, je continue de croire que, si vous voulez, des pays comme certains pays de l'Est ou en Asie ont trouvé la meilleure recette. Pas d'immigration islamique, pas de construction de mosquées à tout va. Oui, c'est moins multiculturel, oui, c'est moins melting pot, ok, c'est moins tout ce que vous voulez. Mais en attendant, le risque d'un islamo détraqué qui adore danser la salsa et louer des camions pour écraser pendant 2 minutes non-stop une allée entière de passants au nom d'Allah, eh ben ce risque il est proche de zéro. Voilà. À un moment donné, il faut choisir. Si vous aimez tant que ça le multiculturalisme avec l'islam, eh ben vous prenez aussi un risque avec ce multiculturalisme. Et il ne faudra pas pleurer si tout ce que vivent les pays musulmans du monde arrive sur notre propre sol, à commencer malheureusement par le terrorisme religieux.